fresh meat. Bonjour et bienvenue au podcast de Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bienvenue sur la rue Elm. Aujourd'hui, nous parlons du Cauchemar de Freddy 4, sorti en 1988 et réalisé par Rennie Harlin, avec Lisa Wilcox, Andras Jones, Brooke Theiss, Tuesday Knight et Robert Englund. Je suis Mathieu et pourquoi est-ce que vous m'avez enterré? Je ne suis pas mort. Ben, en tout cas, vous m'avez peut-être pas enterré, mais en tout cas, je suis pas mort pareil. Alors aujourd'hui, on continue la rétrospective de les slashers Jason Voorhees et Freddy Krueger. On est rendu au 11e film dans cette rétrospective-là. On est rendu en 88. Dans le fond, toute la rétrospective est faite chronologiquement. On a fait les 7 premiers vendredi 13 et dont les 3 premiers Griffes de la nuit. Fait que naturellement, on est au 4e film. On est rendu en 1988 où on commence à avoir plusieurs films d'horreur. Dans le fond, mais on est rendu pas mal aussi à la fin de l'ère des 80. On s'en va tranquillement vers plus l'ère des 90. Où est-ce qu'on va commencer à abandonner pas mal les slashers. Mais il y a quand même la franchise là, des Griffes de la nuit que, avec sa troisième parution, là, le Dream Warriors, ce film-là a fait comme un nouveau souffle ou un très gros nouveau souffle pour la franchise de Freddy. Puis ça l'a apporté comme ça l'a vraiment solidifié le personnage de Freddy Krueger dans la culture, si on veut dire. Puis c'est naturellement, on allait faire un 4e film, tout ça. Fait que c'est sûr que le film d'aujourd'hui va avoir fait beaucoup plus d'argent encore que le 3e film, mais c'est comme la retombée du 3e film, là. En tout cas, d'après ce que je peux voir, là, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, on va changer un petit peu là, la direction de la franchise, là, mais ça, je vais en parler tantôt. Ce qui est important de savoir dans la rétrospective qu'on fait là, dans le versus là, des deux personnages, c'est là où quand même Freddy va prendre le dessus sur Jason. La franchise là, de Vendredi 13 là, est vraiment en train là, de piquer du nez. Puis la franchise là, des Griffes de la nuit, là, elle a une remontée. Là, je dirais toujours en train de croître, là, agrandi, mais ça ne changera pas que quand même là, de genre 2 ans plus tard, les deux séries vont être pas mal mortes. Mais ça, on va en parler là, quand on va être rendu là, dans l'ère des années 90, juste avant de commencer officiellement. Si vous voulez vous rendre sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir voir dans le fond là, les 10 premiers épisodes que dans cette rétrospective-là, où vous allez pouvoir télécharger là, de tout ce que j'ai à dire sur chaque film. Mais en même temps, si maintenant vous voulez m'entendre parler sur d'autres films d'horreur, j'ai fait aussi toute la franchise Halloween, ainsi que toute la franchise Décadence. Fait que tout ça se trouve à premiervisionnement.com. Alors, en revenant au film, on s'en remet dans le temps. L'actrice Patricia Arquette, qui était l'actrice principale du dernier film, elle avait d'autres choses à faire. Dans le fond, elle avait commencé à se trouver d'autres rôles ailleurs, dans le cinéma. Puis, comme j'ai parlé, dans le fond, quand je parlais du 3e film, son expérience n'était pas super vargeuse, là, ce qui s'était passé sur le plateau. Fait que, à quelque part, c'est en guillemets, là, elle l'a trouvé mieux. Puis finalement, elle a eu une très bonne carrière par la suite, là, mais c'est ça ne l'intéressait pas vraiment de revenir là, sur un plateau là, des Griffes de la nuit. Fait que on a dû faire un recast, puis on va avoir amené Tuesday Knight pour la remplacer. Que elle aussi, elle faisait de la musique, puis c'est elle qui va avoir fait la musique d'ouverture pour le film. Quand on cherchait un réalisateur pour le film, on avait déjà commencé à filmer des scènes, des séquences, des visuels, tout ça. T'sais. On avait déjà commencé tout le processus, puis finalement, on avait besoin de quelqu'un en urgence pour trouver
je veux dire, pour donner une vision au film, c'est vraiment une vision parce qu'en bout de ligne, on avait un script de départ, mais en gros, on n'avait pas d'écrivain pour pouvoir écrire le film. Il y avait une grève là, dans ces années-là, puis que ça faisait qu'il y avait personne pour écrire le film. Ça donne ce que ça donne, point de vue scénario, pour aujourd'hui, on en parlait tantôt. Mais c'est pour ça que dans le fond, on avait le réalisateur Rennie Harlin qui avait fait 2 films juste avant. Puis il avait été comme approché, mais en tout cas, c'était pas trop. On le voulait pas vraiment. Parce qu'en bout de ligne, il parlait pas anglais, puis quelque part, lui, il insistait pareil de son côté pour. Je veux dire, il arrêtait pas de se repointer au studio de New Line. Comme je disais aussi dans les autres podcasts, la franchise des Les Griffes de la Nuit, c'est ce qui est comme la série phare pour la compagnie de distribution, le New Line. C'est avec ça qu'ils ont fait pas mal tout leur argent en bout de ligne. Si New Line est devenu quelque chose, puis qu'on a eu comme le Seigneur des Anneaux plus tard, tout ça, c'est grâce à Freddy Krueger. Puis c'est sûr que puisque c'est leur vache à lait en bout de ligne, ils veulent avoir quand même quelqu'un qui peuvent travailler avec, tout ça. C'est pas qu'ils pouvaient pas travailler avec Rennie Harlin, c'est que juste que le gars il était pas anglais, il était finnois. Fait que il y a un peu de chamaillage un peu, mais finalement ils l'ont pris. Lui par la suite, Rennie Harlin, ça a fait sa carrière. Tout de suite à partir de là, on lui a donné le go pour faire la suite de Die Hard 2. Puis je veux dire, on l'a vu plus tard aussi faire Cliffhanger avec Sylvester Stallone. Puis c'est ça. Dans le fond, il y a eu une bonne carrière par la suite, là, mais ça a commencé à partir de là. Ce que je trouve quand même le fun avec la franchise des Griffes de la Nuit, comparé à la franchise des Vendredi 13, c'est qu'on a quand même Wes Craven, créateur de Freddy, il est quand même toujours un petit peu impliqué. Il n'y a rien à dire du tout avec le film d'aujourd'hui, mais à quelque part, Bob Shea, qui est le président, là, fondateur de New Line, là, en tout cas, producteur, je sais pas trop, en tout cas, il s'occupe de New Line, il va toujours aller voir quand même Wes Craven pour y en parler, puis checker la direction qu'on peut prendre pour le prochain film, tout ça. Il va demander son avis, tout ça. Là, Wes Craven va avoir arrivé avec une affaire de se promener dans le temps, puis tout ça, là, de voyage dans le temps. Je sais pas si c'est influencé par Retour vers le futur là, dans les dernières années, tout ça. Mais fait que c'était un peu son idée. Fait que Bob Shea est arrivé, il a dit bon, c'est beau, laisse faire, Wes, on va partir avec une autre idée, il n'y a pas de problème, mais merci beaucoup. Mais c'est ça qu'on voyait pas dans la franchise là, des Vendredi 13. Sean Cunningham, qui était le créateur là, du premier film, je veux dire qu'il n'y a vraiment rien à dire du tout. Puis il est vraiment en dehors du sujet totalement. Quand on est dans où est-ce qu'on est rendu là, en ce moment en couvrant la franchise. Il va revenir un peu plus tard, mais ça, on va en parler quand ça va être. Mais comme je disais, c'est ça que je trouve quand même le fun, c'est que Wes Craven, il s'en occupe pas des Griffes de la Nuit, mais quand même, il peut garder un œil dessus. En fait, l'idée, on est rendu en 1988, on est rendu à la fin un peu là, de l'ère où on veut plus aller chercher de l'horreur, tout ça. On est plus dans l'ère MTV où on a essayé d'embarquer plus de musique puis vendre une trame sonore. On avait des films là, les années précédentes, on avait les Rocky Cat, les Top Gun. Même jusqu'à les danses lascives puis toutes les flash dance, tout ça. Dans le fond, on essaye de vraiment miser aussi sur la trame sonore. Fait que c'est le genre de thématique qu'on va essayer d'embarquer aujourd'hui parce qu'en même temps, on n'a pas de script. Fait que on va forcer un petit peu plus sur le visuel puis juste donner un point psychédélique un peu, là, mais on va juste essayer de rendre l'image belle, tout ça, puis juste pour essayer de compenser pour le manque d'écriture du film. Puis c'est sûr qu'avec en faisant ce changement-là, on va aussi changer le fait d'horreur là-dedans, puis on va changer la perspective, puis on va plus s'en aller vers Freddy. On va moins le garder à l'écart, puis on va plus peut-être le transformer tranquillement, sans dire qu'il va devenir notre personnage principal, mais en même temps, on va comme être plus, ça va plus être comme notre héros un peu dans la grande perspective des choses. Pas que ça devient le principal, comme j'ai dit, mais c'est plus notre mascotte, puis qu'à partir de là,
c'est lui que, dans le fond, qu'on veut voir à l'écran. C'est plus ça là, qu'on va plus rendre le focus, qui va quand même beaucoup changer. Là. Ça avait commencé à changer là, dans le dernier film, mais dans celui-là, ben, je veux dire, c'est vraiment là, apparent que là, c'est le show à Freddy. Alors, le film ouvre avec un générique. On essaye là, aussi de faire ça un petit peu plus intelligent que c'est vraiment. On va arriver avec une affaire là, de la Bible, là, du livre de Job, là, en tout cas. Ça a comme pas rapport. Là, c'est juste pour mettre une référence à des rêves. Puis juste comme essayer de montrer là, que c'est plus qu'est-ce que c'est. Là. Si, comme j'ai dit dans les thématiques là, ou les idées, ben, si mettons, il voulait essayer là, de calquer les idées là, de Top Gun ou de Rocky IV ou en tout cas tous ceux les films de l'époque où ce qu'on voulait mettre la trame pop ou rock à l'avant-plan, ben honnêtement là, avec le film d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment là, de basse gamme. Je ne tripe pas vraiment sur les chansons là, la plupart là, sont vraiment là, très génériques. Il n'y a rien qui m'accroche dans le film d'aujourd'hui. Pas que nécessairement là, que Rocky Cap et Top Gun, celui-là que je viens de nommer, là, c'est nécessairement beaucoup meilleur, tout ça. Quoique j'ai quand même un peu un penchant vers les deux que je viens de nommer, mais honnêtement, là, avec toute la trame qu'on a aujourd'hui, on a une vingtaine de chansons qu'on va entendre pendant le film. Puis honnêtement, il n'y en a pas vraiment là, qui m'accrochent. Puis là, ben, on commence avec une chanson là, de Tuesday Night, qui est l'actrice là, qui va avoir remplacé Kristen, qui était la principale du dernier film. Ben, en tout cas, c'est ça. Là, on ouvre avec ça, une tune Nightmares, tout ça. Puis, c'est correct, là, c'est fonctionnel. Mais pour être comme une tune thème ou quelque chose de même, honnêtement, là, on aurait pu essayer là, de chercher mieux. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je vais tenir contre le film. Là. Je veux dire, c'est correct, c'est fonctionnel, mais tu sais, c'est pas nécessairement bon. C'est juste ça que je vais arriver à en dire. Au travers là, de toute la trame musicale, ben, on va avoir aussi là, la musique originale de Craig Safan, que lui aussi, sa musique est sensiblement là, comme dans le dernier film. Ben, je veux dire, elle est fonctionnelle aussi, la musique. C'est sûr que il y a tellement là, de musique, si c'est pas de la musique rock ou pop, là, on a l'instrumental, tout ça. C'est que, en tout cas, celle-là de Craig Safan, ben, ça va quand même correct. Là, je veux dire, il va ramener là, les thèmes là, de Freddy qu'on connaît. Puis il va mixer un petit peu des nouveaux thèmes, mais ça passe quasiment inaperçu là, dans tout le film. Fait que c'est pas quelque chose qui me repousse, puis c'est pas quelque chose qui va m'attirer en bout de ligne. Et fonctionnel aussi. Fait que dans les deux plans, on a tout ce qui est côté musical et juste fonctionnel. Puis, tu sais, c'est ça au total, je vais peut-être un peu tenir ça contre le film. Là. Je trouve juste ça plate là, qu'il n'y a pas une identité propre au film ou quelque chose de même qui va dire que c'est solide. C'est pas quelque chose qui est nécessairement mauvais, mais c'est juste que c'est drabe pour moi. Fait qu'on était introduit à Tuesday Night qui remplace Kristen, qui remplace le personnage de Kristen qui était joué par Patricia Arquette là, dans le dernier film. C'est ça. Kristen, elle est dans son rêve, puis là, elle voit une petite fille qui est en train là, de dessiner à la craie sur une dalle de béton, puis en tout cas, dessine la maison là, du 1428 Elm Street, qui est la maison qui sont juste à côté. Kristen arrive et elle dit Freddy il est où? Puis la petite fille elle dit Freddy est pas là, puis elle enlève sa main, puis Freddy est là. En tout cas, c'est juste que je trouve que ça marche pas tout à fait avec ce qu'elle vient de dire. Il est-tu là ou il est pas là? Je veux dire, dis-moi pas qu'il est là ou réponds pas, puis je veux juste enlever ta main, puis ils m'ont dit qu'il est là. Mais dis pas qu'il est pas là. Mais en tout cas, j'ai peut-être trop sauté juste sur le personnage. Je vais juste revenir à Tuesday Night qui remplace Patricia Arquette. Tu sais, c'est pas que je m'ennuie de Patricia Arquette. Elle faisait ce qu'elle avait à faire pour le troisième film. Mais tu sais, là, on va la remplacer par Tuesday Night. Puis j'ai rien contre Tuesday Night. C'est juste que
on va pas essayer vraiment de forcer, de nous rembarquer que c'est le personnage. Oui, on va le savoir, on va le comprendre un peu, mais il va manquer comme une chimie. Ou essayer là, de remplacer Patricia Arquette, on n'essaiera pas, puis c'est ok, c'est correct d'un côté, mais je trouve que de l'autre côté, on n'aura jamais, en tout cas moi, j'aurais jamais l'impression là, d'avoir un sentiment pour elle, puis que de vouloir qu'elle continue, puis un peu plus tard, quand elle va mourir, ben je veux dire, ça va me faire absolument rien. Puis je sais pas si, mettons, dans la mise en scène, on aurait pu changer quelque chose, ou dans le scénario, je le sais pas exactement. Peut-être qu'on aurait dû peut-être carrément abolir le personnage, ou l'autre côté, ben, peut-être pas la tuer tout de suite. Peut-être que ça aurait dû être justement là, notre personnage principal pour tout le film. Ça, je sais pas. Ça, en tout cas, je vais en reparler un petit peu plus tard. Mais à quelque part, la performance de Tuesday Night non plus est pas en train de me gagner. Elle est pas mauvaise. Elle est sensiblement là, sur le même pied que Patricia Arquette là, la dernière fois. Mais honnêtement, elle n'a pas grand-chose à travailler là, dans tout le film avec. Ça m'amène quand même à quasiment penser pourquoi que on n'a pas eu Joey et Kincaid en ouverture rendu là. Oui, on est habitué là, de tout le temps avoir une fille qui commence le film, mais pourquoi pas au pire au moins en revoir Joey et Kincaid dans l'ouverture pour faire le lien un peu, puis après ça, ben, nous réintroduire le personnage de Kristen, puis que je le sais pas exactement. Je me dis juste pour avoir un lien un peu, parce que là, on dirait que le lien se fait pas, puis peut-être que c'est ça qu'ils se sont dit quelque part. Ils se sont dit, on va mettre notre nouvelle actrice à l'avant-plan, puis le monde va peut-être plus embarquer avec le personnage, mais je pense que c'était peut-être pas la belle manière là, ou la bonne manière d'apporter le début du film. Fait qu'en tout cas, Kristen rentre dans la maison. J'aime quand même un peu l'idée qu'elle rentre dans la maison, puis la maison est inversée, puis après ça, elle se retourne de bord, elle essaie de sortir de la maison, puis la maison est du bon bord. En tout cas, j'ai toujours comme un peu aimé là, juste cette petite touche-là dans le film. Là. C'est niaiseux, mais j'ai comme toujours aimé quand même le plan. Puis c'est là qu'elle va appeler Joey et Kincaid pour venir la rejoindre dans son rêve. Puis là, c'est là qu'on va avoir la réintroduction là, de ces personnages-là. C'est correct quand même, on les a tout de suite assez au départ. Puis avec son pouvoir, là, est capable là, de les ramener. Là. Puis là, ben, ça, c'est sûr qu'à quelque part, je vais dire, il aurait peut-être dû rajouter ici dans le scénario, puis ça, n'importe quoi. Là. Je le sais qu'il y a personne pour écrire. Puis je veux dire, c'est quasiment c'est le réalisateur qu'à quelque part, il doit se dire bon, ben, on va faire une scène de même, puis on va dire n'importe quoi pour pouvoir faire un lien avec l'autre scène après. Puis dans l'autre scène après, ben, on va faire telle affaire pour à peu près avoir un lien avec une autre scène, puis ainsi de suite. C'est comme ça que le film a été monté. Ça je le comprends, mais moi, je veux dire, je suis en train de critiquer en bout de ligne qu'est-ce qu'on a. Fait que je veux juste mettre ça quand même direct sur la table pour régler les cas. Là. Au début, c'est sûr que j'aurais peut-être aimé qu'on fasse au pire un petit clin d'œil à Nancy, puis dire que quelque part, ben, elle était dans un rêve ou quelque chose de même. Une fin qui avait été laissée pour la fin du troisième, là, quand on avait décidé là, de s'arranger là, pour que ça soit la maison à la fin du troisième film là, qui allumait. Ben, on supposait que c'était Freddy qui rallumait la lumière, mais initialement c'était supposé être Nancy qui rallume la lumière, puis comme pour montrer là, qu'elle guettait là, le personnage là, du troisième film. Puis tu sais que je veux dire qu'on aurait pu comme un peu lier ça ensemble. J'aurais trouvé ça quand même assez bien pour faire un peu de lien avec le troisième film, parce que là on nous ramène les personnages du troisième film, mais j'ai l'impression que on n'a rien à voir avec le troisième film. Tu sais, c'est juste on ramène les personnages, mais j'ai l'impression que ces personnages-là ne savent même pas qui ont été dans le troisième film, même s'ils vont faire des références à Freddy qui est revenu ou pas revenu parce qu'ils l'ont vaincu, tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est carrément là à part. Est-ce que c'est à cause que c'est Tuesday Night qui remplace Patricia Arquette? Je sais pas tout à fait, mais tu sais, même la manière qu'on a écrit là, que les acteurs parlent, tout ça, j'ai l'impression qu'on est carrément là, dans une vie alternative, puis que le troisième film ne s'est pas déroulé.
Fait que le rêve, il se termine quand le chien de Kincaid va sortir de nulle part, dans le fond, puis qui va mordre Kristen, le chien qui s'appelle Jason. C'est beau clin d'œil. Mais tu sais, le chien va se réveiller avec toute la face pleine de sang. Puis, tu sais, Kincaid, je veux dire, il va répondre un peu plus tard quand il va recroiser Kristen à l'école. Il va lui dire, tu sais, t'avais juste pas amené mon chien dans ton rêve, tout ça, mais depuis quand, je veux dire que quand même, les rêves, à part ceux de Freddy, depuis quand que les rêves ils ramènent les blessures que tu fais dans des rêves, là, en tout cas. Peut-être que ça vient tout ensemble, là, je le sais pas exactement, là, mais par logique, il y a Kincaid puis Joey qui vont aller voir Kristen, puis que après ça, ils vont dire, regarde, fous-nous la paix, là, Freddy est mort, puis je veux dire, je veux plus rien savoir tout ça. Là. Fait que, c'est tout pour lier ça, mais ça a juste comme pas de sens rendu là. Fait que Kristen, elle se réveille, puis en tout cas, elle va à l'école, puis elle va chercher sa meilleure amie Alice, puis son frère Rick, qui est son chum aussi. Dans le fond, on est 1 an après le 3e film, puis dans toute cette année-là, elle s'est faite des nouveaux amis, puis je veux dire, est-ce qu'elle les avait avant? Ça, c'est pas tout à fait clair. Mais en tout cas, on va supposer que elle les avait avant, puis là, une fois qu'elle était partie à Western Hills, dans le 3e film, c'est juste qu'elle les a pas vus, mais c'est pas des nouveaux amis là, de la dernière année. En tout cas, moi, c'est ce que je vais mettre dans ma tête, parce que le lien a de l'air être quand même assez fort entre les personnages. C'est ça qu'on va mettre un peu plus d'emphase sur la famille Johnson. Alice puis son frère Rick, ils ont leur père aussi, M. Johnson, qui est un alcoolique puis qui est pas mal un épais. On va montrer un peu là, juste quelques petites façades, mais c'est juste un petit peu. Je trouve que on va rajouter quand même un peu. On va y aller quasiment en profondeur dans cette idée-là, mais je trouve que pour qu'est-ce qu'on peut voir hors d'écran, là, juste comme symbolisme, est quand même un peu profond. Pour le genre de film qu'on a. Dans le fond, le père, c'est un alcoolique, puis il a comme perdu un peu là, sa direction, puis que dans le fond, il va traiter ses enfants un peu comme de la boîte. Puis, je veux dire, c'est comme non complet là-dedans. Puis, c'est de mémoire, là, le 5e film va comme un peu boucler un peu toute cette histoire-là qui va quand même être un peu plus. Je me rappelle pas exactement, là, mais. Juste pour rajouter ça, la 3 dimensions, c'est une des choses que je peux donner là-dessus. Oui, le père, c'est un épais, mais ça rajoute quand même un peu une 3 dimensions que dans la générale du film, on n'a pas. C'est ça. Après ça aussi, on va voir l'introduction là, de leurs amis. Debbie, que elle, on sait là, un peu plus tard, pendant tout le film, elle n'arrête pas de dire qu'elle fait de l'exercice puis qu'elle elle trippe à faire ça. Puis qu'en même temps, elle trippe pas sur des coquerelles ou n'importe quelle bébite. Je veux dire, c'est comme il y a personne qui trippe sur des bébites. Là. Je veux dire, on n'a pas besoin là, de nous faire juste un grand cas là-dessus. Je veux dire, tout le monde là, qui aurait une poire ou quelque chose de même puis qui se ramassera avec une coquerelle dessus, je pense qu'il y a la plupart du monde, là, genre à peu près 80% du monde tripperait pas. Mais en tout cas, je veux dire, c'est juste un trait qu'on essaie de donner à Debbie, mais que il n'y a pas rapport tout à fait. Je veux dire, c'est comme tout le monde est comme ça. Là. Puis là, je suis désolé pour avoir été contre ou dire que vous n'êtes pas normal. Si, mettons, vous tripez pas ces coquerelles, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Puis c'est ça aussi, on a l'introduction aussi du personnage là, de Sheila, qu'elle a de l'asthme, puis que dans le fond, elle, au lieu là, d'être sportive, elle utilise sa tête. Fait que c'est juste un peu des personnages typiques. Puis il y avait aussi là, le personnage de Dan, qui, pour aucune raison, quelque part pendant le film, il va être attiré par Alice. Mais je veux dire, on va le voir là, sortir de son pick-up. Puis on va savoir à partir de là aussi que Alice, elle, est souvent dans l'une où elle est lunatique, puis qu'elle va imaginer des choses. Ça va faire partie un peu là, de son personnage. Puis quelque part, là, elle va fantasmer un peu là, sur Dan. Puis en tout cas, fait que finalement, là, ses rêves vont comme devenir réalité quelque part. Là, mais en tout cas, fait que on a comme l'introduction là, de tous nos personnages. Fait qu'avec l'introduction des nouveaux, naturellement, faut faire un mélange de l'ancien.
On a Kincaid qui va s'endormir ce soir-là, on va supposer, puis qui va se réveiller à la cour à scrap qu'on avait vu dans le troisième film. Puis c'est là qu'on va avoir comme la résurrection de Freddy. T'sais, il va avoir son chien qui va pisser du feu, puis après ça, tu vas avoir comme toute une reconstruction là, de Freddy qui était tout en morceaux, puis demain il va tout se remettre ensemble. Honnêtement, toute la reconstruction, je trouve ça hot. Le chien qui pisse du feu, je trouve que c'est un petit peu pas rapport, mais honnêtement, je vois pas nécessairement comment il aurait pu ressortir de comment il a été laissé à la fin du troisième film. Puis ça m'amène un peu à dire que si mettons, je trouve que c'était comme correct la manière qu'on avait réussi à fermer le troisième film. Puis ça avait l'air d'une chose définitive. Là, ok, on peut comme pas vraiment trouver une manière là, de le reconstruire ou qu'il revienne à la vie. OK, on va avoir trouvé un chien qui pisse du feu, puis que ça l'ouvre la terre, tout ça. Honnêtement, ça me dérange pas, je m'en fous pas mal. Parce qu'en bout de ligne, dans ma tête, rendu là, il a jamais été mort. Il n'y a pas de résurrection nécessairement. Moi, la manière je vois ça, c'est qu'il a jamais été mort, puis je sais pas même si ils l'ont comme tué. Pour X raison, il était pas mort. Je dis, c'est un rêve quelque part. Comment il peut revivre dans un rêve quelque part? Fait que, ça a comme pas rapport. Il est juste encore là. C'est comme ça que je peux voir ça. Alors, se reconstruire, c'est pas nécessaire, mais je trouve ça quand même cool comme visuel. Puis, c'est ça. Fait que là, il va commencer à suivre ou poursuivre Kincaid au travers là, de la cour à scrap. Puis, Kincaid va réussir à tirer une voiture dessus. Puis là, Kincaid va comme crier. Puis il va dire Kristen, Freddy est revenu, il est revenu. Puis d'un coup, ça coupe. Puis, je veux dire, Kincaid meurt. C'est juste comme. Je sais pas, il manque quelque chose rendu là. J'ai comme toujours trouvé que. Il manquait quelque chose à cette scène-là. Oui, c'était cool, Freddy, sa reconstruction, mais je veux dire, on coupe, puis il y a Freddy d'en face à Kincaid, puis qui fait juste comme le poignarder avec ses griffes, parce qu'il est collé dessus, tout ça. Je comprends que c'est ça qui voulait en arriver, rendu là, qu'il allait mourir, ok. Ça, la première fois que j'ai vu le film, je le savais. Mais, je veux dire, c'est évident, mais il manque quelque chose. C'est comme il manque une suite à la poursuite, tout ça. Je sais pas. C'est juste Freddy qui apparaît à côté de Kincaid de même, puis que ça finit là. Je sais pas. Il y a aussi le personnage de Joey, que lui est dans son lit d'eau, puis encore une fois, il rêve d'une femme tout nue, puis finalement, il y a Freddy qui sort de son lit d'eau, puis que finalement, il va le tuer, il va le noyer, en tout cas, il va faire les deux en même temps. C'est plus visuel, ça se tient un petit peu plus comme scène, mais c'est vraiment comme pour tuer nos personnages, nos héros du dernier film, c'est comme vraiment là. Chier sur le troisième film, carrément, excusez le langage, mais c'est ça pareil. En bout de ligne, c'est comme vraiment, il n'y a pas eu de résistance du tout. C'est pas que nécessairement que j'aimais beaucoup Kincaid ou que j'aimais Joey. C'est juste que, comme par principe, c'était nos survivants, puis je veux dire, bang de même, ça prend 2 secondes, puis ils se font ramasser. Ok, c'est beau, c'est réaliste, quelque part, c'est des humains comme d'autres, mais quelque part, ils ont réussi à survivre un film. Puis, ils n'ont pas de résistance à rien. En tout cas, je trouve juste ça que c'est un peu insultant sur le troisième film, qui était quand même un grand succès. Là, je le répète quand même. Si mettons, là, il faut résumer là, la franchise ou dire qu'il y a un film à voir dans la franchise des Griffes de la Nuit. Même à cette époque-là, on savait bien que c'était ce film-là qui avait comme redonné le nouveau souffle, puis qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter le 4 parce qu'ils ont écouté le troisième film. Puis regarde, c'est des chiffres rendus là. T'as Freddy 1, Freddy 2, Freddy 3, Freddy 4. Je veux dire, à quelque part, insulte pas le monde qui a écouté le troisième film. En tout cas, honnêtement, là, j'ai de l'air à m'emporter à quelque part, mais je suis quand même, je suis pas vraiment attaché à Kincaid ou à Joey. Je regarde juste ça point de vue narratif à quelque part, puis je trouve juste ça un peu nono de juste avoir vraiment là, fait d'avoir craché carrément là, sur le dernier film en dedans de 20 minutes.
tu peux arriver puis tuer tes personnages au film avant, mais il faut qu'ils comptent ou quelque chose de même. Que leur sacrifice aurait fait quelque chose pour le scénario. Ça aurait été mieux que là, tout d'un coup, ils sont morts, puis peu importe. On s'en fout, rendu là, ça donne à rien, ça fait pas avancer l'histoire. C'est ça que je trouve vraiment dommage dans la totalité là, de tout le départ de ces deux personnages-là. Fait qu'on va apprendre que Alice a une job au Crave Inn. C'est un jeu de mots sur Craven. Elle a une job, c'est un petit restaurant, puis elle est en train de travailler, puis elle travaille avec Debbie, puis il va voir Dan rentrer, puis en tout cas, je veux dire, c'est juste pour rajouter encore un peu là, d'histoire entre nos personnages. Il y a même Sheila qui va se pointer là. Puis il y a Kristen et Rick qui vont rentrer dans le restaurant pour venir chercher Alice. Ils vont dire, Kristen, elle va dire, il faut y aller avant qu'il soit trop tard. Il soit trop tard de quoi? Je veux dire, c'est qu'il soit rendu passé 25 minutes que le personnage de Kristen est dans le 4e film, puis qu'à 26 minutes, il va falloir la tuer. Ça a comme pas rapport. Il n'y a pas de course contre la montre. Là, on est dans le jour, puis quelque part, peu importe, ils sont pas couchés. Fait qu'il n'y a pas de compte à rebours. Là, ça marche pas. Là. Fait qu'ils vont partir de là, puis il va avoir ramassé Dan qui était rentré dans le restaurant avec un de ses chums, mais il y a juste Dan qui va les suivre. Pourquoi exactement, là? Ça, c'est pas vraiment su. Là. On va voir que Dan, il parle avec d'autres personnes pendant le film. Il y a une fois qu'il va se pogner avec quelqu'un, mais c'est pas. C'était tout son chum pareil. Je veux dire, ça peut qu'il se croise avec quelqu'un, mais tout d'un coup, on le voit pas vraiment se tenir avec Alice puis son frère. On sait qu'ils se connaissent, ils sont capables de se parler, mais j'ai jamais vraiment l'impression que c'est des chums. Là, fait que, en tout cas, c'est juste un petit peu. Le personnage de Dan va être comme forcé là-dedans. C'est juste parce que c'est comme genre le beau gars que Alice attripe dessus, puis que quelque part, ils vont trouver une manière là, de les mettre ensemble, mais je veux dire, je vois même pas là, le lien. Pourquoi que Dan il va être attiré vers elle, ou que je dis qu'ils vont se ramasser là, dans la même chambre à quelque part. Pourquoi ils sont ensemble ils vont finir ensemble à la fin du film. Fait que c'est un peu là qu'on va avoir un peu l'obligatoire mise en situation ou le rappel des derniers films. On va voir le personnage de Rick qui va décrire à Dan qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi tout, en gros, grosso modo, l'histoire à Freddy Krueger pendant qu'ils vont être en face là, de la maison. Pourquoi ils sont allés nécessairement à la maison? Ça n'a comme pas rapport tout à fait là, d'arrêter à cet endroit-là, mais il fallait comme un peu juste trouver une manière là, de ceux-là qui rentreraient au 4e film et qui n'auraient pas vu là, les 3 premiers films, ou juste un peu peut-être juste pour remémorer puis s'en placer correctement. On veut replacer un peu là, les personnages. Fait que on a besoin de cette scène-là obligatoire rendue là, pour juste nous en remettre en situation. C'est là aussi qu'on va avoir la réintroduction de la mère de Kristen, qui est encore jouée par la même actrice. Puis c'est là aussi en même temps, le lien est dur à faire. Parce qu'on voit Tuesday Night qui remplace Patricia Arquette, mais avec les nouveaux acteurs, puis tout ça jure. Puis comme j'ai dit, c'est rien contre Tuesday Night, mais ça jure. Ça marche pas. On dirait que le cerveau ne voit pas le lien entre Tuesday Night et Patricia Arquette. Juste, c'est ce qui me sort à la tête, peut-être vite de même. Avoir refait une scène, peut-être, du 3e film avec Tuesday Night. Je veux dire, une scène banale, là, qui sont assis dans une chambre, qui est assis avec Joey et Kincaid, quelque chose de même, qui sont en train de jaser, mais juste voir qu'il y avait une chimie entre les 3 personnages. Juste comme pour recréer un peu qu'est-ce qui s'était passé là, dans le 3e film, puis juste pour rajouter des affaires, puis peut-être même rajouter la scène avec sa mère, une autre scène, quelque chose de même. Pas juste revoir sa mère tout d'un coup qui réapparaît au milieu du film. Puis que oui, point de vue scénario, ils vont faire allusion à ce qui s'est passé là, dans le 3e film, puis qu'elle a suivi les thérapies, tout ça. Puis, oui, on va faire des mentions, mais visuellement, la connexion se fait pas. Fait que
Kristen elle va retourner chez elle, puis sa mère elle va avoir mis là, des pilules dans son eau, quelque chose de même. En tout cas, si c'était de l'eau, ben, elle s'est pas rendu compte que comme son eau était tout embrouillée, là, à quelque part, c'est un peu nono, là. Je veux dire, tu essaies de placer un genre de jus d'orange, quelque chose de même, là, mais ça, c'est notre personnage de Kristen qui n'était pas capable de garder qu'est-ce qu'elle buvait, là. Peut-être qu'elle était trop fatiguée aussi pour voir qu'est-ce qu'elle buvait, là. Fait que, en tout cas, elle va se faire endormir à cause que sa mère, dans le fond, elle veut son bien. C'est la même genre de thématique qu'on avait là, dans les autres films. Là. Les parents veulent que les enfants s'endorment pour se récupérer, puis en bout de ligne, ben, c'est les rêves qui amènent à leur mort. Là. Fait que, on joue beaucoup encore avec cette idée-là. Fait que Kristen, elle va s'endormir en disant à Alice, Alice, tu m'as rappelé, tu vas me rappeler de penser à un bon endroit. J'ai un ami qui s'appelle Alice. Alice ci, Alice ça, Alice. On parle juste d'Alice. Fait que, elle se met tellement Alice dans la tête que là, finalement, ben, quand elle tombe dans son rêve, ben, elle pense juste à Alice. Puis, c'est ça le problème. Puis, elle sait. C'est ça qui est nono un peu rendu là. Fait que, elle va se réveiller sur la plage. Puis, c'est ça, il y a une petite fille qui dit qu'il s'appelle Alice. C'est comme un peu d'un côté, peut-être que Freddy veut savoir c'est qui cette Alice-là. Puis, pour pouvoir avoir un lien. Fait qu'il va faire comme la tuer, mais en bout de ligne, il peut pas la tuer parce que c'est la dernière. Mais en bout de ligne, Kristen, elle va avoir attiré Alice dans son rêve pour que finalement, il va tuer Kristen à partir de là, parce que là, il y a tout d'un coup, il y a Alice. Mais tu sais, mettons que ça aurait fini là. C'est quoi que ça aurait passé si, mettons, Kristen n'aurait pas transféré ses pouvoirs à Alice? C'est quoi un peu que ça aurait passé? Pourquoi avoir tué Kristen aussitôt qu'elle a attiré Alice? C'est nono rendu là. Ça marche pas. Rendu là, la logique du film ne fonctionne pas. Surtout que Kristen, elle va être désolée d'avoir donné les pouvoirs, d'avoir attiré Alice. Ben, elle va y donner ses pouvoirs en plus. Ça marche pas. Je veux dire, tu vas aider quelqu'un, mais dans le fond, tu lui donnes le pouvoir d'attirer d'autres personnes. C'est vraiment comme pas correct du personnage rendu là. Elle aurait dû, au pire, mourir, puis mourir avec son pouvoir. Dans le pire des cas, Alice serait morte, puis c'est fini là. Je veux dire, plus de Freddy. Mais en même temps, pourquoi que Freddy a tué Kristen, si c'était la seule personne qui pouvait ramener du monde pour qu'il puisse tuer, ça marche pas. Il va se servir d'Alice un peu plus tard dans le film, mais pourquoi qu'il s'est pas servi de Kristen au début? Il s'en est servi de Kristen, mais tout d'un coup, plus besoin de Kristen. Oups, on va prendre Alice, puis là, tout d'un coup, c'est Alice qui va être sa vache à lait. Ça marche pas rendu là. C'est un gros... il a misé gros, mettons. C'est un peu comme un syndrome Michael Myers. Une fois qu'il a tué toute sa famille, il fait quoi? Bon, ben, ça, c'est le but ultime à Michael Myers. Mais Freddy, quelque part, une fois qu'il a tué la dernière personne de Elm Street, il n'y a plus personne. Puis c'est pas ça son personnage. Lui, il veut tuer à pu finir. Fait que, quelque part, en tout cas, ça se tient pas. Fait qu'à 40 minutes, on a effacé le troisième film. Puis il nous reste juste nos nouveaux personnages. Il y a le temps du film, c'est un peu... je le suis pas tout à fait. On sait que Kristen est enterrée. Tout de suite, c'est le premier plan qu'on a. Là, on a sa pierre tombale. Puis on voit que Alice a pris les habitudes à Kristen. Elle va avoir dit une conversation là, qu'elle avait eue avec Kristen un peu plus tard. Ben, elle va comme la répéter à Sheila. C'est comme la manière que Kristen parlait. Puis elle va prendre aussi les habitudes de fumer comme Kristen. Elle avait des cigarettes sur elle, quelque chose de même. Celle-là, je la suis pas tout à fait. Elle va rentrer en classe, puis sans le vouloir, ben, le fameux pouvoir là, qu'elle s'est fait donner de Kristen, ben, ça va faire qu'elle va attirer Sheila dans son rêve parce qu'elle va s'endormir pendant son examen. Puis Freddy, il va apparaître dans son rêve naturellement. Fait que Freddy, finalement, il a bien misé. Je veux dire, c'est pas long. Puis Alice, elle y apporte du nouveau monde à tuer. C'est bien le fun pour Freddy. Mais je veux dire, ça va durer combien de temps? Puis encore une fois, ben, c'est-tu vraiment un pouvoir ou une damnation?
Fait que Freddy va tuer Sheila, elle avait un problème d'asthme, fait que lui, il va comme. Il va l'embrasser, mais dans le fond, il va comme aspirer son air, quelque chose de même. Fait que, en bout de ligne, elle va mourir asphyxiée, là, ou en tout cas, elle va manquer d'air, puis c'est ça qui va la tuer, t'sais. C'est un petit peu nono rendu là, je trouve ça un petit peu. Je sais pas, c'est pas satisfaisant comme meurtre rendu là, je trouve que c'est nono, puis ça n'a pas rapport. Il y a le plan de la pomme, par contre, que je trouve cool. C'est niaiseux, mais Robert Englund qui est là avec la pomme sur le bureau, puis qui coupe la pomme, je trouve juste ça cool quand même. C'est niaiseux, là, mais j'aime quand même toujours ce plan-là. Mais en tout cas, fait que la réalisation qu'Alice va faire, elle va dire bon, c'est moi qui amène le monde à Freddy, puis après ça, le monde se font tuer, fait que je vais arrêter de dormir, fait que je vais aller travailler, genre, pour essayer de pas dormir, tout ça, fait que en tout cas, ça peut marcher juste comme solution très à court terme, on s'entend. Puis c'est peut-être là qu'on peut voir un peu qu'il y a un lien avec Dan qui va se faire une fois que Dan va arrêter. Encore au Craven pendant qu'elle est en train de travailler, tout ça. En tout cas, c'est juste pour en rajouter, mais en bout de ligne, c'est vraiment du superflu parce qu'en plus, Dan, il repart avec une autre fille. Là, ça a comme pas rapport rendu là. C'est quoi le lien qui se fait à partir de là? Fait qu'on va retourner à l'école, il y a Bob Shea qui va faire un caméo comme professeur, puis que là, il va parler du Dream Master, dont le nom du film. Dans le fond, il va parler de rêve, tout ça, un peu pour comme nous préparer un peu là, à les idées du film. Elle va s'endormir en classe comme que Rick va s'endormir aussi. Fait que Rick va s'endormir sur la toilette. Puis fait que Alice va attirer Rick dans son rêve. C'est comme aussitôt que quelqu'un dort ou elle adore, elle attire tout de suite quelqu'un. C'est ça, c'est automatique. Elle doit attirer quelqu'un, puis là, c'est Rick, son frère. Fait que Rick, il va tomber dans un ascenseur, puis finalement, il va sortir dans un dojo japonais, puis il va se faire battre contre un Freddy invisible. C'était une manière facile de sauver de l'argent. Il était hors budget, puis il fallait comme filmer une scène là, pour arriver à sa fin. Puis c'était même pas comme déduit comme fin, quelque part. On n'avait pas comme arrivé, puis voulu écrire une fin comme ça pour le personnage. On avait juste comme fait le personnage, on avait filmé des scènes en montrant là, que c'était un nouveau Karate Kid, puis que, je veux dire, on avait ça comme personnage, comme idée, puis qu'on avait déjà travaillé là-dessus, mais c'était pas nécessairement sa fin, là, fait que, quelque part, on est arrivé, puis on a dit, bon, on va filmer comme si Freddy est invisible, puis que, quelque part, il utilise juste son instinct de karatéka, puis qui est capable de trouver Freddy, puis tout ça, En tout cas, je veux dire, c'est une scène qui paraît vraiment, vraiment, là, ratée, à quelque part, là, c'est vraiment poche comme fin, honnêtement. Symboliquement, ça l'est peut-être un petit peu plus puissant, mais honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure fin pour le personnage. Surtout que tout d'un coup, il s'en vient comme il ramasse Freddy invisible, puis il est capable de le frapper, puis pour raison X, Monsieur Karateka capable de tout faire, il y a juste un gant volant tout d'un coup, puis il est pas capable de le bloquer. Je trouve juste ça un petit peu nono à quelque part. Fait que ça va être avec sa mort que une fois qu'on va l'enterrer, on va avoir comme l'impression tout le temps que c'est le lendemain. Kristen est morte, puis on l'a enterré le lendemain, puis après ça on va à l'école, puis c'est le lendemain. C'est la manière que ça se déroule, mais il y a probablement un peu plus de temps qui se passe au travers. Là. Il y a peut-être un mois là, dans tout le timeline du film, mais on a vraiment comme l'impression que c'est tout le temps comme le lendemain. Alice, ça va halluciner que Rick, il sort de son cercueil, puis qu'en bout de ligne, elle va y répondre non, c'est fini les hallucinations, elle veut vivre là, dans le monde présent, là, en tout cas, ça n'a pas tout à fait rapport rendu là. Et comme ça, là, tu décides pas tout d'un coup de changer, de quitter, là, mais en tout cas. Fait que c'est une transformation pour le personnage. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, tout d'un coup, elle fait comme prendre une partie de son âme, là, ou je sais pas trop quoi, là, ses pouvoirs à chaque personne. Ça a comme pas rapport, comme idée. Elle va parler là, de Mind Over Matter, ça c'est quelque chose qu'elle va avoir tiré là, de Sheila. Il y a le côté Karate Kid qu'elle va avoir
avoir pris là, de son frère, puis les habitudes là, de Kristen, puis en tout cas, ça n'a pas rapport tout à fait. Là. Tout d'un coup, à chaque fois que quelqu'un meurt, elle ramasse juste l'énergie de la personne. Mais en tout cas, à l'enterrement, c'est là qu'on décide. À ce soir, on va se ramasser chez Debbie, puis on va faire un plan pour tuer Freddy. En tout cas, ils veulent pas dire nécessairement là, c'est Freddy, mais en tout cas, trouver un peu là, d'un plan parce qu'ils croient pas tout en Freddy, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est tue un par un. Là. Fait que pendant ce soir-là, ben il y a Debbie qui s'entraîne. Elle n'arrêtait pas de le dire depuis le début du film qu'elle s'entraînait puis qu'elle aimait ça. Fait que elle s'entraîne. Puis Freddy, par l'entremise d'Alice, ben va aller tuer Debbie. Debbie, elle a fait son entraînement, puis Freddy va arriver, puis c'est vraiment tout dégueulasse à quelque part. Elle est en train de tenir son gros poids, puis Freddy, ben par la force des choses. Puis je pense que moi, honnêtement, tout ce meurtre-là, il est tellement dégueulasse à quelque part que je pense que ça m'a comme un peu toujours joué dans la tête. Je veux dire, en train de forcer, je veux dire, ok, regardez-moi dans du sens que vous voulez, à quelque part, c'est ça ma job en bout de ligne, de donner mes impressions. Mais je veux dire, je suis toujours des fois passé à quelque part, si je force, je sais que ça se voit pas, mais je pense toujours à ça. J'ai peut-être vu ce film-là un peu trop jeune à quelque part, puis que ça m'a influencé un peu par le plus tard. Dans toute ma vie, puis je veux dire, je me dis toujours à quelque part, si je force trop à quelque part, le bras va arracher, puis je veux dire, il va y avoir quelque chose qui va ressortir. Je sais que ça se peut pas, mais c'est juste quelque chose mental qui revient tout le temps à ce film-là. Là, à quelque part, ben, elle devient comme petite comme une coquerelle, puis qu'elle se ramasse dans un piège, puis que là, tout d'un coup, elle tombe là, dans tout le liquide gélatineux, puis que, je veux dire, elle devient vraiment une coquerelle. Je me dis juste à quelque part, est-ce qu'on peut voir son corps physiquement? On a vu la plupart de toutes les personnes, que ce soit Kincaid au début, voir qu'est-ce qui s'était passé avec son corps, puis en bout de ligne, ben, on n'a jamais vu de sang. On voit que tout s'est fait internement. Même Joey aussi, quand on a vu qu'il est rentré miraculeusement dans son lit d'eau, mais je veux dire, il n'était pas coupé, il n'y avait pas de sang du tout. Il y a Kristen, qui quelque part, toute sa maison ou sa chambre a passé au feu. Rick, on n'a pas vu là, le résultat, là, voir si, mettons, il y avait des traces de griffes. Et Sheila, ben, on avait vu là, que, je veux dire, c'était pas comme une poupée gonflable là, qui était dégonflée, comme dans le rêve. On avait vu qu'elle était juste à chercher juste son souffle. Fait que, tu sais, il n'y a pas de lien avec le physique, mais quelque part, tu sais, je trouve juste ça, quelque part, j'aurais peut-être aimé ça, voir qu'est-ce qui s'est passé quand même, qu'est-ce qu'il aurait fait pour un monde réel. C'est juste que dans le fond, elle est morte dans son rêve, mais tu sais, je dirais juste morte. Tu sais, puis tout le montage est cool. Je veux dire, c'est correct, c'est dégueulasse, tout ça. C'est ça un peu le but du film. Là. Mais quelque part, je trouve que juste pas comme avoir donné une fin propre ou quelque chose de même. Je veux dire, il fait juste écraser la boîte, puis ça tue Debbie. Je sais pas. J'ai juste comme trouvé comme la fin de ça. Ils savaient pas quoi faire, puis ils ont juste comme écrasé la boîte, puis c'est tout. C'est comme qu'est-ce que Debbie a fait au début du film, écraser là, la coquerelle, ça va. Mais je trouve que on aurait pu faire autre chose avec cette mort-là. Fait que pendant ce temps-là, ben il y a Alice qui veut se rendre chez Debbie. Elle se sauve de la maison à la manière de Rick parce qu'elle a comme pas le choix parce que son père, lui, il a perdu son garçon, puis là, ben, il avait perdu aussi sa femme, puis là, ben, on voit qu'il y a comme un peu une transformation avec ce personnage-là. C'est ce que je disais un peu tantôt. C'est comme il y a une version comme un peu quelque chose d'un peu trop profond dans ce film-là qu'il est pas digne de ce film-là. Il se passe des choses que je sais pas. Dans ce plan-là, là, juste avec le point de vue familial, il y a quelque chose comme histoire, mais il n'est pas exploité du tout. C'est ça que je trouve quand même assez étrange. On aurait dû quasiment débarquer le père du film. Quelque part, il y a comme une histoire avec avec le père puis la famille, tout ça, que il fait que il y a juste comme trop d'histoire là-dedans, il y a quelque chose à aller exploiter, mais le film il va jamais là, où il va vraiment juste en superficie, mais il y a quelque chose à exploiter à fond.
Fait que Alice, elle va se ramasser ou le Craven, là, mais en bout de ligne, elle va se ramasser au cinéma. Elle va juste. Dan n'est pas là. Elle a donné rendez-vous à Dan pour qu'eux autres aillent chez Debbie, mais Dan n'est pas là. Puis c'est ça, elle va se ramasser au cinéma. Puis, honnêtement, là, toute la scène de cinéma où elle est comme aspirée là, dans l'écran, puis elle va se retourner de bord, puis elle va voir que, dans le fond, tous ceux-là qui sont morts sont les personnes qui regardent le film. Toute cette séquence-là, même quand on est rendu au Craven en noir et blanc, je trouve que c'est comme toute une belle scène. La mise en scène est vraiment merveilleuse. Il y a chose intéressante aussi, c'est que le dernier film que j'ai découvert dans la rétrospective, Vendredi 13-7, qui était réalisé par Jean-Carl Bakler, ben lui c'est un gars d'effets spéciaux, puis il a travaillé sur le film d'aujourd'hui aussi, puis c'est lui qui a travaillé à faire la grosse pizza avec les têtes, tout ça. C'est juste comme un lien, le fun à faire là, dans la rétrospective que je fais, quelque chose que je savais même pas là, avant d'écouter le film aujourd'hui, puis les documentaires pour ça. Fait qu'en tout cas, le gars il a travaillé aussi, il a pas tout fait, là, il va avoir travaillé aussi là, sur le ventre à Freddy, puis les têtes, puis les corps là, qui sortent du ventre, tout ça, vers la finale, il va avoir travaillé là-dessus, mais juste savoir qu'il a travaillé sur les Vendredis 13, puis il a travaillé sur le film d'aujourd'hui, je trouve ça quand même le fun, là, juste faire un petit lien avec la rétrospective, là. Puis c'est ça, même la pizza, tout ça, en tout cas, je trouve ça quand même visuellement, je trouve ça. Mais le but à Freddy là-dedans, c'était de encore trouver quelqu'un. Et puis, c'est là que, dans le fond, accidentellement, elle va avoir attiré Debbie dans son rêve. Fait que Alice, elle va être débarquée de là. Puis, c'est ça, il y a le meurtre de Debbie que j'ai parlé tantôt. Puis là, Alice, elle va être comme embarquée là, dans un genre de loop où ce qu'elle va répéter tout le temps la même chose. Puis accidentellement, elle va aspirer Dan dans son rêve sans le savoir. Fait qu'ils vont tout le temps embarquer dans le truck, puis ils vont arriver chez Debbie, puis après ça, ça va recommencer. Alice va arriver au camion, voir Dan, puis après ça, il va revirer ça, tout ça. C'est quand même, c'est une idée intéressante, dans le fond. Je veux dire, juste voir, la première fois que tu écoutes le film, tu te dis, ils ont-tu eu un petit problème là, dans le montage, quelque chose de même, c'est intéressant, que ça fait 2 fois, tu te dis, ok. Puis là, la 3e fois, là, tu te dis, non, ok, c'est beau, ça a rapport parce qu'il y a même Dan à quelque part qui arrive et qui dit, j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait cette scène-là, fait que je trouve ça quand même intéressant. Jusqu'à là, mais là, c'est à partir de là, on dirait que le film, il sait plus quoi faire. Là, il a tué tous ses personnages, puis là, il sait plus quoi faire. Là, il reste à peu près 20 minutes au film, puis là, il sait pas comment terminer. C'est là où est-ce que le film, là, je trouve qu'il perd vraiment ses jambes. Il sait pas quoi faire avec le personnage de Dan. Puis c'est pour ça aussi je dis pourquoi qu'on a apporté le personnage de Dan rendu là. Là, ils vont comme imaginer que c'est ça. Est-ce qu'ils rêvent? C'est quand est-ce qu'ils se sont endormis? Ils sont au volant du truck, mais ils vont rentrer, ils vont avoir imaginé Freddy, puis finalement, ils vont rentrer dans un arbre. Je sais pas, il y a quelque chose là, qui marche pas. Il y a de la réalité, mais il y a de la fiction. Il y a le rêve. Pendant tout le film, on voyait que même s'ils ont des rêves, ils sont pas touchés physiquement. C'est juste comme tout se passe dans la tête. Mais quelque part, ils se sont endormis au volant, les deux en même temps. Ça marche pas là, juste par logique, il n'y a pas de sens. Peut-être qu'il était en train là, de somnambuler, peut-être. Ça se peut, mais en tout cas. Fait que Dan va être apporté à l'hôpital, puis il y a Alice là-dedans qui va dire elle va l'empêcher là, de se faire endormir, mais éventuellement il va s'endormir, puis que finalement Freddy va venir pour l'attaquer. Mais pendant ce temps-là, il y a Alice qui va être retournée chez elle, puis elle va avoir fait la scène du super-héros, puis elle va savoir tout équipé, là, je veux dire, ça fait vraiment comme penser là, à Batman là, qui allait sortir là, l'année suivante, là, que j'ai déjà couvert là, avec mon ami Christophe Lassens là, du podcast Fantastica, où qu'on en a parlé en masse, mais en tout cas, je suis pas là pour faire de la pub des autres shows non plus, là, même si je l'ai déjà fait. Mais c'est ça, Alice, elle va arriver, puis elle va venir comme à sauver Dan de Freddy quand il est à sa table d'opération.
Puis, tu sais, il va y avoir comme juste quasiment une mini poursuite avec Alice puis Dan. Puis ils vont se ramasser comme dans un tube. Puis, tu sais, c'est comme un manège, là. Puis Freddy va comme les niaiser un peu. Puis ils vont comme juste tomber dans une église, comme par miracle ou quelque chose de même, là. Je sais pas c'est quoi exactement l'idée, là. Tu sais, c'est là où c'est comme je dis, ils savent pas quoi faire. Ils savent juste qu'il faut qu'ils arrivent à une fin, puis c'est ça. Il y a le personnage de Dan qui va même disparaître parce que lui il a vraiment été réveillé par les docteurs puis qu'ils l'ont sauvé. Tu sais, je veux dire, pourquoi pas avoir rajouté un mort à la fin du film rendu là, tu sais, il les sauve carrément. Puis c'est ça, lui, il est clair du film. Là, ça va être le face-à-face entre Alice et Freddy. Puis c'est à quoi que les pouvoirs servent ou avoir pris là, les armes ou les pouvoirs là, des autres personnages. Parce que là, Alice, oui, elle va se battre contre Freddy, elle va la repousser. Ça va absolument rien faire à Freddy. Elle va utiliser un genre de gadget ou l'idée de gadget ou le savoir mental de Sheila. Puis elle va avoir lancé de genre de l'électricité avec un bidule sur Freddy. Puis ça marchera pas plus. Finalement, ça va revenir à Alice elle-même, où elle va se rappeler une genre de chant. Puis, tu sais, dans le rêve, il va y avoir une genre de chorale dans l'église qui vont se mettre à chanter quelque chose qui va ramener, qui va rappeler l'idée à Alice. Puis, tu sais, Alice, elle va arriver, puis elle va faire 1+1, puis elle va prendre un miroir, puis à avoir montré la face à Freddy à lui-même. Là. Ça va être comme le miroir qui va tuer Freddy. Je trouve qu'honnêtement, c'est n'importe quoi. On arrive avec ça. Puis pourquoi que Freddy ferait un rêve que il mettrait une chorale qui chanterait quelque chose pour rappeler quelque chose à Alice? Bon, peut-être qu'Alice, elle l'a fait inconsciemment aussi. Peut-être que c'est elle qui fait un peu le rêve. Là. Peut-être que l'environnement du rêve est fait là, par le joignage là, des deux cerveaux. Là. Je ne sais pas exactement. Là, on n'a jamais vraiment parlé là, de comment que les rêves se font. Mais pourquoi que la chorale est là? Il y a quelqu'un qui a embarqué la chorale là, dans le rêve à quelque part. Puis en même temps, c'est supposé être Freddy qui est comme le maître du rêve à quelque part. Je veux dire, c'est lui qui a fait l'environnement. Ça marche pas là, tout à fait là, que lui, il a mis une chorale qui vont chanter l'idée qui va mener à sa perte. Ça se tient pas. Là. Mais en tout cas, fait qu'il fallait arriver à la fin là, de Freddy, là, où finalement, il va libérer toutes les âmes. C'est une fin comme une autre dans le fond. Si ça marchait pas à la fin du troisième film, je vois pas pourquoi que celle-là marcherait plus. Surtout qu'on est dans un rêve, on est dans le royaume à Freddy. À quelque part, c'est la manière. Le film finit de même aussi. On a repoussé Freddy, on lui a donné une claque d'en face. Ça l'a sonné pour la fin du film, mais il va être debout pour le prochain film. Là, par contre, c'est ça, là, comme tout le démembrage, là, les angles qui sortent, tout ça, je veux dire, c'est vraiment cool. Même la manière qu'ils l'ont fait, ils ont vraiment comme créé un gros corps de Freddy là, surproportionné. Puis, il y avait du monde qui était en dedans là, dans un genre de plastique ou une glu, quelque chose de même, puis qui essayait de sortir et poussait, tout ça. Là, fait que, c'est vraiment cool la manière que c'est fait. Mais c'est ça, je veux dire, c'est juste pour se rendre à ça. On a fait n'importe quoi vraiment là, pour clôturer le film, pour dire que regarde, on était à 90 minutes, il faut que ça finisse, puis je veux dire, on veut juste ouvrir la porte pour le prochain film, puis c'est ça vraiment que ça paraît là, à la fin, là, on n'a pas donné là, une idée claire pour tuer Freddy, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, si on peut faire revivre Freddy à partir de ce qui s'est passé avec là, dans le troisième film, il y a comme pas de manière de le tuer là. Moi, dans mon livre à moi, là, c'est terminé. Il n'est pas tuable. Fait que on se ramasse, je sais pas, peut-être le jour après encore, où ce que Alice et Dan se sont sortis là, de là, puis que là, ils rêvent plus. Ils commencent à avoir une vie normale. Mais à quelque part, Alice a encore un petit peu là, il appelle ça des daydreams en anglais. Là, c'est nono. C'est un terme. C'est pas
c'est une hallucination, mais tu sais, on joue avec le fait que c'est un daydream, c'est juste être dans l'une. Mais ça n'a pas rapport. T'es dans l'une, un daydream, c'est pas un rêve que tu as dans le jour. Littéralement, c'est pas ça. Là. Fait que, à quelque part, elle va voir la réflexion de Freddy dans l'eau là, pendant que Dan est en train de faire un souhait. On sait pas c'est quoi le souhait, là, mais c'est juste pour faire ça un peu rose à la fin. Puis en même temps, nous donner une idée que Freddy va revenir dans le prochain film. Mais à quelque part, on le savait bien. Là, au début du film, il est venu de rien, puis je veux dire, il n'y avait aucune raison d'être là au début du film, surtout avec la manière qui était terminée ou qui avait été tué dans le dernier film. Fait que rendu là, il n'y a pas de raison pourquoi il ne reviendrait pas là, dans un Freddy 5. Alors, en conclusion, comme j'ai dit, il y a quelque part là, le film, là, il perd vraiment ses jambes. Pas qu'il y en avait vraiment avant. Je veux dire, c'était pas mal là, des séquences, dans le fond. On a nos personnages du troisième film qui meurent. On a la mort de Kristen, on a la mort de Sheila, on a la mort de Rick, on a la mort de Debbie, puis on a la fin. C'est comme juste comme tous des clips rendus là. Puis on embellit ça de clips ou d'une trame sonore. Puis on espère que tout colle ensemble. Point de vue narratif, c'est ça. Je veux dire, c'est juste un collage de scènes. Ça se tient pas tout à fait. C'est vraiment un petit peu nono, mais quelque part on a fait avec ce qu'on avait. Ça, je le comprends tout. Ça tombe pas que le film il est plate à garder. Je dirais juste que comme les 20 dernières minutes, c'est juste un peu n'importe quoi. Je trouve que ça rabaisse beaucoup le film. Il va rester quand même dans un territoire vert. Je vais l'endosser quand même, au même titre que j'ai endossé Vendredi 13-7. Tu rentres au 4e film, tu sais à quoi t'attendre. Je veux dire, tu peux pas t'attendre tout d'un coup, avoir le meilleur de la série. Bon, ok, c'est arrivé le dernier coup avec les Griffes de la nuit 3. Ok, c'est arrivé. Je veux dire, le meilleur Vendredi 13, pour moi, c'était le 4e film. Je veux dire, oui, ça l'arrive, mais à quelque part, c'est comme quasiment de la chance rendu là. Puis en même temps, t'écoutes un film les slashers. En bout de ligne, c'est-tu vraiment l'histoire qui t'amène au film ou c'est les effets, puis le visuel, puis les meurtres, tout ça? Fait que, je pense que quelque part, l'important, c'est que les meurtres peuvent être quand même assez satisfaisants. Oui, le meurtre à Sheila, bof, je trouve que c'est un petit peu pas rapport. Oui, Kristen, je veux dire, juste la garrocher dans le feu, ok, ça donne absolument rien. Je veux dire, c'est pas une manière héroïque du tout là, de tuer le personnage. Kincaid non plus. Ok, celle-là à Joey, bon, ok. La femme dans le lit, ok, bon, c'est bien le fun, tout ça. Mais à quelque part, il va juste l'avoir naillé. Mais quand même, la situation est quand même un petit peu plus stressante. OK, je veux dire, bon, OK, on va donner pour le meurtre à Joey, mettons, je veux dire, dans le lit, puis je veux dire, tout le revirement, tout ça, OK. Bon, ça, c'est bien cool. Pour le meurtre de Rick, OK, c'est vraiment ordinaire, à quelque part, avoir un Freddy invisible. OK, on peut pas le donner. Le meurtre de Debbie, oui, c'est dégueulasse. La finale, la manière de vraiment la tuer, je trouve juste ça comme il y avait quelque chose de plus à aller chercher à quelque part, quelque part à sa forme en humain, puis qu'elle ait un combat de Freddy, que comme pouvoir y tenir tête à quelque part parce qu'elle dit qu'elle est forte physiquement, quelque chose de même. Il aurait pu avoir quelque chose de plus. Fait que, tu sais, le meurtre, OK, il gagne pas, mais pour pas toute la dégueulasserie, tout ça, tu sais, je veux dire, ils ont quand même réussi toute cette scène-là, quand même, malgré la finale. Alors, OK, point de vue meurtre, on n'a pas réussi tout. Mais, à quelque part, tu sais, toute la séquence au cinéma, la pizza, même la fin de Freddy, tout ça, pendant le film, il y a quand même des éléments visuels intéressants. Oui, il y a beaucoup de laisser-aller,
aller à quelque part, je veux dire, on essaie de juste recoller les affaires ensemble. Mais en général, pour pouvoir avoir été chercher tout ça, je trouve qu'il y a quand même plus de plaisir à avoir visuellement dans le film que juste se préoccuper du négatif ou plutôt du narratif du film. C'est sûr que, comme j'ai dit, il y a quasiment un paradoxe là-dedans que le dernier 20 minutes, on essaie de nous mettre un petit peu plus de visuel parce qu'on n'a rien pour nous soutenir. C'est plus apparent, mais à quelque part, comme la loupe de temps, tout ça, ben, c'est des choses qui sont quand même intéressantes, mais je veux dire, Dan qui va à l'hôpital, puis les civières, tout ça, puis voir les docteurs, tout ça, je veux dire, j'aurais tout coupé ça, rendu là, je veux dire, c'est juste la perte de temps. Mais pour se rendre là, ben, je trouve que c'est quand même pas une corvée pour se rendre là pour juste les 15-20 dernières minutes. Mais tu sais, ça c'est pas un grand verre. Là, je veux dire, on est vraiment là, inférieur. Il y a les 3 premiers que je vais vouloir plus écouter avant d'écouter celui-là. Ça c'est clair. Là. L'atmosphère est peut-être trop colorée pour un film là, qui est arrivé quand même, qui a commencé assez sombre, tout ça, puis même le deuxième aussi, puis le troisième là, était un peu entre les deux, mais là, on est peut-être parti dans un autre extrême, mais c'est pas quelque chose que je peux te donner contre le film, de vouloir avoir une nouvelle vision de la chose, puis essayer de quelque chose de nouveau. Fait que, oui, je veux dire, je l'endosse, mais c'est pas nécessairement, on est loin du meilleur de la franchise. Des Griffes de la nuit, puis même si mettons on commençait à garder un peu les deux franchises ensemble, dans tout ce qui est vert, c'est pas mal à la limite. Là. Alors à la fin de une fois que ce film-là est sorti, ça a été un gros succès, puis quelques mois plus tard aussi, on avait même eu une série TD Freddy's Nightmares, qui était comme une série similaire à la série de Vendredi 13, qui n'avait comme pas nécessairement de lien avec la franchise principale. Oui, Freddy revenait dans la série, mais c'était comme toutes des histoires quand même anthologiques, puis il y a Freddy qui apparaissait un peu partout, mais c'était pas des histoires de Freddy nécessairement, c'était comme juste des histoires d'horreur, ce qu'on apportait là, juste une thématique avec Freddy, pas de temps en temps qui apparaissait, mais c'était vraiment des histoires à part qui n'avaient aucun rapport avec la franchise de film. Puis on avait même aussi Robert Englund qui chantait sur un. Ils ont fait comme un CD, là, je veux dire, c'est vraiment dégueulasse comme film, là, comme un CD, là, comme musique, là, où Freddy il chante avec. Il y a un groupe qui joue de la musique aussi. Il y a des tunes originales, il y a des covers là-dedans, mais je veux dire, c'est pas écoutable, là, pas du tout. Il y a des choses de même. Puis bien sûr aussi, il y a le jeu qui était sorti sur Nintendo. C'est comme vraiment toute une grosse popularité là, de Freddy là, qu'on a eu là, à la fin là, de 1988. Est-ce qu'on a vraiment comme surpeuplé le monde de Freddy à la fin de cette année-là, avec le film, les émissions, les CD, ou ben pas les CD, là, c'était pas les CD dans le temps, là, c'était des cassettes ou des vinyles, mais aussi avec les jeux vidéo. C'est tout ça, là, le jeu vidéo allait apparaître plus en 89, mais on est vraiment là au top de la popularité là, du personnage de Freddy Krueger. On va en reparler de toutes les retombées de tout ça quand on va arriver là, au prochain film, là, quand on va parler de Les Griffes de la nuit 5. Mais c'est ça, que là, on est vraiment là, dans le top de la popularité. Puis c'est là où on va laisser la rétrospective là, pour la prochaine fois. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Pour suivre le podcast, vous pouvez le suivre sur Facebook ou sur Twitter. Souvent, j'envoie des choses sur Facebook dans le fond là, pour essayer de jaser plus avec vous, savoir un peu sur les intérêts. Je veux dire, dans le fond, un peu discuter des films. Là, dans le fond, c'est toujours plus le fun. Plus on en parle, plus c'est le fun. Le prochain film qui va être couvert dans cette rétrospective, ça va être le 8e film là, de Vendredi 13, Jason à Manhattan. Mais d'ici le prochain épisode, je vais vous chanter une petite chanson. 1, 2, je m'appelle Mathieu. 3, 4, je m'en vais avec ma grosse face. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé.
Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.